Comme tu n'es pas un gars de Doul, il faut que je te fasse visiter la ville quand même. Ah, c'est toujours un plaisir. Ouais. C'est toujours un plaisir de visiter. C'est vrai que j'ai passé, j'ai fait 2 ans à Douala pendant mes études secondaires, mais voilà. Mais bon, 2 ans à Douala, tu es surtout un gars de Yaoundé. Ouais, je suis Tu ne maîtrises pas la ville. Né à Yaoundé, grandi à Yaoundé, voilà. Il est pas mal l'endroit, hein. Ouais, il est bien. Il est pas mal, ouais. Il est bien. Je crois que le côté un peu boîte de nuit, tout ça, ça me qualifie assez pour ce que je fais maintenant, quoi. Avec le boivement. Avec le boivement, Ouais. avec la musique que je fais, avec Ouais. le style qui m'a propulsé. Donc, je crois que ça colle bien. Bah, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais. 2015, 2015. la sortie de Ça sort comme ça sort. Comme ça sort. Tu avais sorti des tubes avant, mais Non, ça sort comme ça sort. celui-là, il Comme je disais. t'a fait passer un palier. Comme je disais Ouais. tout à l'heure, après le décès de ma maman, j'ai passé une période un peu compliquée où je pense que c'était un transfert où je devais passer d'un cap à un autre. J'étais un peu confus, j'étais un peu perdu, je ne savais plus trop quoi faire. J'ai même failli laisser. Ouais. Fallait que tu fasses ton deuil aussi. Au-delà, je réalisais même pas en fait. C'est comme si tout s'était écroulé brutalement et bizarrement. Moi-même, je ne savais pas qu'elle avait un tel impact sur ma carrière et ma vie en général. Donc, après, il y a eu la bonne énergie et le retour était explosif. Ouais. Parce qu'il y a eu le même mois, j'ai fait fouiller. J'ai enchaîné, l'argent c'est l'argent, et puis le fameux ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Et Ouais. puis c'était parti. Je porte mon pantalon, je suis debout, c'est toi que ça sert. Je danse ma chose, tu te mets à rire, tu dis ta mère. Tu veux faire la morale à qui? J'ai mon père. Quand j'ai écouté Ça sort comme ça sort, je me suis dit, Malox a trouvé son binôme. C'est-à-dire qu'il y avait le côté hardcore de Malox, le texte profondément camerounais, et j'ai senti que Aivo a apporté quelque chose à ce Malox-là. Non, bien sûr, mais il faut savoir que c'était plus un environnement. Ouais. Un environnement qui avait été créé, que j'avais créé, qui amenait cette vibe. Sans prétention, j'ai la capacité de beaucoup motiver les esprits. Ouais. Je peux pousser les gens à se surpasser souvent quand ils sont autour de moi. Donc, j'avais vu le travail qu'il avait fait, c'était très bien. Et c'était un travail où, moi, à la différence des autres, je permettais à beaucoup de personnes de donner leur avis sur ce qui était fait. Ce n'était pas que lui et moi, mais je permettais à tout le monde, même des gens qui n'étaient pas forcément des artistes, de donner leur avis sur quelque chose qui était pourtant relevait de l'art ou de quelque chose de complexe, mais je leur demandais comme ça de donner spontanément leur avis. Du coup, ça donnait cet ensemble et cette couleur musicale que j'ai parcouru pendant un moment. Donc voilà. Est-ce que tu regrettes que les choses se soient si mal terminées avec lui? Pour dire vrai, non. Pour dire vrai, non. La seule chose que peut-être je regrette, c'est peut-être que moi, ce que j'avais prévu, que ce ne se soit pas déroulé comme moi j'avais prévu. Mais tu sais, en réalité, ça ne se déroule jamais comme on a prévu. Hein. Ouais. Bah oui, le film de la vie, c'est un film complexe. C'est un film parfois en bien, parfois en mal. Ouais. Oui, toujours est-il que on n'a jamais vraiment le dernier mot, tu vois. Donc, ça ne se déroule jamais comme on a prévu. Donc, moi, j'avais prévu quelque chose, j'avais une vision, j'avais une démarche. Dommage que d'autres personnes avaient d'autres visions, ils avaient d'autres démarches. Dieu merci, le choix que j'ai fait aujourd'hui, il me permet de m'élever réellement dans la vie et aussi artistiquement parlant. Mais la seule chose que je peux regretter, c'est qu'eux, ils aient fait un mauvais choix. Ouais. Dommage. Tu dis eux, parce qu'il n'y a pas que Aivo. Non, c'était tout un le groupe label de personnes, tu vois. a implosé. C'était tout un groupe. Non, le label n'a rien eu, en réalité. Enfin, le label il est là. était constitué de tous ces acteurs-là. Non, il faut savoir un truc. C'est pour ça que je dis que les gens m'ont demandé, mais comment tu as fait pour être toi, tu continues, tu vois, les gens ils font un truc, les gens ils étaient autour de toi, ils font quelque chose, mais un an plus tard, tu es en train de remplir le palais des sports,
t'enchaînes encore les hits, les finis avec, les la boss, les machins. Comment tu as fait? Parce qu'on n'a pas compris. Des gens qui ont essayé de t'expulser de ton Oui, label. voilà. J'ai dit aux gens que c'est pas le label en lui-même, il n'a rien eu, tu vois. J'ai pas eu de problème parce que l'idéologie et l'approche, je l'avais déjà, elle était solide. Elle était déjà solide, solidement constituée. Je savais où j'allais, je savais ce que je voulais et je savais pourquoi je travaillais. Vers quoi est-ce que je voulais orienter les choses. C'est peut-être qu'il y avait des gens autour de moi. Il faut savoir que j'étais qu'à une première phase. J'étais qu'à une phase expérimentale et je l'ai toujours dit. Je n'étais qu'à la phase expérimentale. Je devais utiliser ma carrière comme phase expérimentale des choses pour pouvoir demain rectifier toutes les erreurs de ma vie, de ma carrière, sur les carrières des artistes que je devais signer demain. Pour ne pas commettre certaines erreurs, il fallait que certaines choses m'arrivent. Donc du coup, dans une certaine évolution, j'ai pris un certain nombre de gens que j'ai mis autour de moi, qui n'étaient pas forcément partie de mon label, qui étaient des gens qui étaient là, on va dire, beaucoup étaient comme des sympathisants, c'était des gens qui étaient là autour, on partageait le quotidien, on échangeait, mais ils n'étaient pas dans une démarche professionnelle avec moi dans le label. Il faut dire que les artistes que je comptais vraiment travailler avec eux, c'était naturellement le beatmaker, qui était bon, et il y avait un ou deux, oui, ouais, qui étaient là où je me disais, OK, avec le temps, on va modeler, on va essayer d'en faire quelque chose. Et puis, c'est dommage qu'il y ait beaucoup qui ont voulu péter plus haut que leur et ils se sont pris le paix dans la gueule, en fait. Dommage. Dommage, mais ouais, comme je dis, c'est que c'était un groupe de personnes qui étaient constituées à la fois du leader qui était dans sa démarche par rapport au label, qu'il avait mis sur pied, et maintenant les sympathisants qui étaient autour et on partageait le quotidien. Il faut savoir que le studio, il était dans le quartier où j'ai grandi. Au Billy. Oui, donc c'était pas dans une démarche où je me considérais comme une star. C'était plus je partageais le quotidien avec des gens que j'ai vu grandir et qui ont grandi avec moi au quartier. Donc c'était plus dans cette démarche-là. Et puis les gens ont confondu tout. À la fois le mélange entre, tu sais comme on dit, trop de proximité engendre le mépris. Il y a des personnes qui se sont dit, parce qu'ils sont peut-être trop proches de moi, ils connaissent ce que je veux faire, c'est quoi ma vision, c'est quoi la démarche que j'ai. Et les gens sont tellement emballés, mélangés les pédales, qu'on a justement abouti à cette histoire où, un de ces jours, moi je vois ça comme une plaisanterie sur Internet, où je vois des gens écrire qu'ils m'ont expulsé de mon propre label. Et je suis en Europe pour la tournée qui a été l'une des plus décisives de ma vie, parce que je fais le quai 54 avec Tory Lanez et Young Thug. Je suis en Belgique en clash avec Davido pour un concert où il se passe, on a 2 grandes salles dans le même endroit, le même jour, la même date. Et le Cameroun répond présent, la salle est pleine à craquer. C'était l'un des moments les plus, je peux dire, la tournée la plus décisive de ma vie. En réalité, il y a eu tellement d'éléments avant cette tournée que je me suis dit que c'était capital. Il fallait rester fort. Il y a eu le problème de l'agression dans la boîte de nuit qui a fait tout un boucan. Après, ça s'est enchaîné avec les gars qui ont monté une histoire où ils m'ont viré de mon label. Donc, tu vois bien qu'il y avait une histoire où, finalement, il y avait des chances que je me retrouve pas. Mais les deux n'étaient pas liés. Tu parles de l'histoire en boîte avec Coco et Milliard. Non, les deux, je pense pas que les deux étaient liés, mais je dis les événements tels qu'ils s'enchaînaient. Moi, j'avais le sentiment qu'il y avait le mauvais œil. Non, pas le mauvais œil, mais qu'il y avait quelque chose de fort qui arrivait derrière. Je ne savais pas quoi, mais il y avait quelque chose qui mettait mon esprit à l'épreuve. Donc, effectivement, c'était cette tournée-là. Après cette tournée-là, je pense que tout a changé, tout m'a donné. J'ai eu la véritable inspiration pour passer d'un cap à l'autre. Parce qu'il faut savoir aussi un truc. À un moment donné, tu tournes en rond, tu fais les mêmes trucs. Parce que j'étais arrivé à un niveau, j'avais fait un certain nombre de hits. On parlait de Ça sort comme ça sort, il y a eu Tuer pour tuer aussi. Tuer pour tuer, Bon plantain, machin. Ouais. J'étais sur une vibe, mais à un moment donné, j'avais le sentiment que j'étais sur les mêmes thèmes, j'étais sur les mêmes approches, je faisais les mêmes trucs et je voulais passer à un autre cap. Me dire, OK, si en 1 an, en 2 ans,
tu as produit assez de musique pour faire danser les gens pendant 10 ans. Qu'est-ce que tu vas faire après? C'était compliqué. Et je peux te dire, cette tournée-là a été décisive. Décisive pour moi. Parce que c'est à ce moment-là que je me lie réellement d'amitié avec certaines personnes, avec certains contacts en Europe, avec certaines personnes qui me donnent une nouvelle vision, une nouvelle orientation de ce que je suis en train de faire. Après ça n'a plus été pareil. J'avais des idées claires. C'est après le concert en Belgique que j'ai su qu'on pouvait remplir le Palais des Sports au Cameroun. Si cette salle avait été pleine en Belgique, c'est que rien ne pouvait m'empêcher de remplir le Palais des Sports au Cameroun. Quand je suis rentré, je savais que c'était faisable. Donc c'est pour ça que beaucoup, comme je te disais, m'avaient dit, mais comment est-ce que, avec tout ça, les mecs qui étaient autour de toi, ils ont fait un boucan, le machin et tout, mais comment est-ce qu'un an après, tu es là, tu as des hits, tu es au top comme jamais, tu remplis le Palais des Sports, comment ça? Je leur ai dit que non, ma vision dans mon label était assez claire. J'ai eu la chance de savoir dissocier le côté professionnel et le côté, je veux dire, personnel de tout ce qu'il y avait autour, ce qui m'a permis de rebondir sur mon approche et rester dans mon travail, contrairement aux autres qui n'avaient pas vraiment un travail et qui tournent en rond. Mais tu considérais certains d'entre eux comme des amis, des frères. Bien sûr. Tu n'as absolument rien ressenti. Tu sais, moi, je suis comme ça, tu vois. Quand on en parle, je pense comme ça à mon feu ami Régis Tala. Ouais, paix à son âme. C'était pareil, tu vois. Si je traîne avec quelqu'un, si je voyage avec lui, tu vois. Si je voyage avec lui. Si je fais mes business, je fais avec lui. S'il y a quelque chose à la maison, s'il y a un plat à manger, on mange ensemble. C'est comme ça ma démarche des choses. Dieu merci, j'ai toujours été correct envers moi-même. Personne n'a jamais manqué de quoi manger autour de moi. Personne ne te dira j'ai été malade, Malox ne m'a pas soigné. Ouais. Personne ne te dira je n'avais pas de vêtements, Malox ne m'a pas habillé. Personne ne te dira je voulais rêver, Malox ne m'a pas fait voyager. Personne ne te dira je voulais être connu, Malox ne m'a pas rendu plus connu que ça. Aujourd'hui, avec le recul, c'est ça la réalité, c'est ce qui s'en dégage. Donc, je n'ai pas à avoir un regret ou un quelconque recul, au contraire. Je me satisfais de l'idée que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, les cartes, tu peux les distribuer, mais ce n'est pas toi qui définis le jeu. Ouais. Donc, j'ai distribué mes cartes. Dommage que le jeu soit sorti de manière différente. Aujourd'hui, je suis ce que je suis, je m'adapte. Et je continue dans mon évolution. C'est un peu... Moi, je vais te dire, j'ai toutes les carrières des artistes qui pour moi, sont des véritables icônes, sont passés par là. Je vais parler comme ça de Booba, qui pour moi, c'est un véritable modèle dans la démarche. Tout le monde sait qu'il a traîné avec des gens à qui il a donné de l'amour, il a fait confiance, qui, des fois, la plupart l'ont trahi, mais ça n'a pas empêché qu'il... Continue à construire son univers et rebondir là-dessus. Je te parle de Dr. Dre. Dr. Dre qui a dû créer, a créé de toutes pièces Devo, mais qui a dû laisser Devo pour aller créer Aftermath. Et qu'est-ce qui s'est passé? Implosion de Devo. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Ouais. Pourtant, Aftermath est toujours là. Et continue à construire. Donc, moi, je parle de toutes ces personnes. Comme je te disais au début, moi, mon histoire, c'est que moi, j'ai vraiment essayé de rentrer d'étudier le hip-hop, son histoire dans le fond et dans la forme. C'est quoi les acteurs, c'est quoi leur histoire, comment est-ce qu'on en est arrivé à créer un tel mouvement. Et j'ai compris que ça faisait partie de ça, tu vois. Ça faisait partie de cette réalité-là. C'était même, à un moment donné, c'était normal, il fallait s'y attendre. C'est vrai que ça m'a bouleversé, un moment, mais il fallait s'y attendre en réalité parce que j'étais arrivé à un cap où ma seule fragilité, c'était mon environnement. J'avais mis beaucoup d'espoir en mon environnement et j'avais perdu un peu de vue le fait que les hommes, c'est fragile. C'est fragile devant des billets de banque. C'est fragile, ça. Les hommes, ils trahissent pour des motivations incroyables. Et dommage que ce soit passé, mais c'était dommage. Mais c'est la réalité, hein. C'est le hip-hop, c'est le showbiz, et c'est la vie en général. Voilà, c'est la vie. Voilà.
26 juin 2018, tu as rempli le Palais des Sports de Yaoundé. Ouais. C'était un message à l'endroit de toutes les personnes qui n'ont jamais cru en toi? Un message, pas seulement en personne, parce que ce n'était pas un palais personnel. Ce n'était pas le palais dans le sens où Malox, il fait juste son palais, c'est que c'était une revanche, en fait. On était en train de passer à un cap. C'est le mot, ouais, revanche. On passait à un cap. Les gens n'ont pas réalisé. Mais moi, j'ai cette chance d'avoir la spontanéité de voir souvent certaines choses venir. On passait à un cap qui devait être capital pour tout ce qu'on faisait dans la musique urbaine au Cameroun et en Afrique francophone. Parce que c'était la période où les gros labels commençaient à venir s'installer en Afrique francophone. C'était clair que, vu les contrats, vu les signatures, le but de la démarche était clair qu'ils voulaient prendre le contrôle de l'underground. Ouais. Les gens ne devaient plus être libres de leur expression. Tu sais, dans les grandes structures, il y a un formatage obligatoire. Dans les gros labels, il y a un formatage obligatoire. On impose des démarches aux gens et je peux te dire que quelque part, on n'était pas prêts, tu vois. Tu sais, il y a une période d'adaptation à tout. Ouais. Et cette période-là, on n'avait pas encore, on n'avait pas bien assimilé encore cette période-là. Donc les majors sont venus. Et les majors sont venus brusquement comme ça dans la vie des artistes de musique urbaine. Et nous, on se posait beaucoup de questions parce que moi, j'ai mis toute ma vie dessus. Ma question, c'était de savoir qu'est-ce qu'on va devenir. Est-ce qu'on va signer des contrats, aller dormir, ou est-ce que nous qui avons rêvé, qui avons vécu une époque où on rêvait d'être comme les Bad Boys de Didi, comme le Death Row de Dr. Dre ou de Chuck Knight, ou tu vois ce que je veux dire, ouais. Ou le Aftermath de Dr. Dre, ou même le Def Jam de Jay-Z. Nous qui avons rêvé de ça, qui avons vu ces choses-là se construire devant nous, qui se sont dit, OK, d'accord, on va mettre des labels sur pied, zone de rap, tout ça, construire un univers pour pouvoir vendre une certaine idée. Est-ce qu'aujourd'hui, on devra mettre ça dans un tiroir parce qu'on doit fonctionner dans une certaine démarche? En analysant, je me suis dit que ce n'était pas possible. C'était pas possible. Il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je fasse quelque chose. Et tu as été accompagné par énormément d'hommes, de talents, oui, d'artistes. Et oui, bien sûr. Et il faut dire que la plupart de ces gens, c'était des bénévoles. La plupart, c'était des bénévoles. Parce que tout a été fait par le label Zone de Rap. C'est-à-dire, quand je décide d'impliquer le label, qui est mon label, je dis, OK, d'accord, voilà ce qu'on a en caisse. On peut le faire. On va louer la salle. On va louer le matos. On va faire la communication. Et puis voilà, on va mettre les gens, on va communiquer, on va mettre les gens dans la salle. Et je suis surpris que énormément de personnes qui ont des labels, ils me suivent. Je parle de Chichi, je parle de Pato et Bonguet, je parle de Charlie Despot, je parle de tout cet univers-là qui décide de me suivre et me dit, OK, d'accord, c'est faisable, on peut le faire avec le budget que tu as. Je crois qu'avec les connexions qu'on a sur le terrain, on peut le faire. Ouais. On peut le faire. Sans réel sponsor. Ouais. Non, il n'y avait pas de sponsor. Moi, je vais te raconter même une histoire qui se passe en backstage. Il y a à l'époque, l'ancienne directrice marketing je vais citer la structure, hein, de Foku qui croit en nous et croit en ce qu'on fait. Elle me dit, Malox, je crois en ce que tu fais, je vais faire un effort pour que nous, on puisse sponsoriser ton événement. Eva, elle essaie d'expliquer aux gens, elle dit, ça c'est un tournant, ça va être un gros événement ce jour-là, le Palais des Sports, Malox, et il n'y croit pas du tout. Elle fait tout un truc pour le sponsoring et il n'y croit pas du tout. On lui dit clairement, Madame, tu demandais des budgets, machin, pour un artiste camerounais au Palais des Sports, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas accompagner rien, on ne veut rien avoir avec cet événement parce que ça ne pourra jamais marcher. Hein? Elle essaie tant bien que mal d'expliquer que l'artiste, c'est le plus gros espoir de la musique urbaine, qui a une vision, qui veut transmettre. On lui dit non, laisse tomber. Donc Patrice Ayon essaie de tous ses espoirs, mais dommage pour elle. Elle n'obtient rien.
Elle n'obtient rien. Et le drame, c'est que pendant qu'elle est en train d'essayer, on perd pratiquement 2 semaines sur la communication normale de l'événement. On attend près de 2 semaines pour sortir les tickets. Ouais. Voilà. Donc, en réalité, la communication du concert ne s'est faite qu'en 2 semaines. Sur 1 mois, sur 30 jours qu'on avait, pratiquement pour le concert, on n'a fait que 2 semaines de com, 2 semaines pour vendre les tickets, mettre les tickets en pré-vente, et 2 semaines pour réellement tout organiser, en fait. Parce que ça, les gens ne le savent pas, mais ça, c'est les coulisses de l'histoire. On n'a eu qu'en réalité que 2 semaines. Ce concert, on l'a fait en 2 semaines, en fait. J'avais tout donné en termes d'énergie, j'avais tout donné en termes de connexion, j'avais tout donné en termes d'argent. J'avais plus d'argent, j'avais vidé mon compte. J'avais plus rien. Combien tu as investi sur le concert? On a mis environ presque 15 millions. C'était beaucoup, hein? Ouais. Tu as gagné de l'argent sur ce concert? Bien sûr, j'ai gagné de l'argent. Le Palais des Sports, c'était 4 millions. La location, 4 millions, 4 millions et demi. T'imagines le matos. T'imagines pendant 1 mois, gérer les hommes. T'imagines la campagne, les campagnes d'affichage. J'ai eu la chance parce que à ce moment-là, les choses, on va dire que le ciel m'a aussi beaucoup aidé, tu vois. Et on venait d'installer le grand écran qui est à la poste centrale à Yaoundé. Et j'ai pu avoir la connexion pour pouvoir passer mon spot sur cet écran. Sur l'écran en question. Sur l'écran à la poste centrale. Et il n'y avait qu'environ 3 ou 4 pubs qui passaient, celle des grosses multinationales et celle de mon concert H24 sur l'écran. Et sur tous les écrans qui étaient notamment à la poste centrale à l'époque. Donc, tout ça, c'est un coût. À un moment donné, je dépensais sans calculer. Il y avait des gens qui me suivaient dans cette vision sans poser de questions, sans chercher à savoir si je pouvais avoir tort, si je pouvais avoir raison, si je pouvais me peindre. C'était un risque. C'est un risque qui aurait pu bousiller ma carrière, parce qu'en réalité, si ça avait été un échec, on n'en parlerait plus aujourd'hui de Malox. Et je remercie encore comme ça mon manager, Pato Ebongue, parce que malgré tout ça, il m'accompagnait. Et pendant qu'il m'accompagnait, il était en train de travailler sur la tournée qu'on devait faire aux États-Unis le lendemain du concert, qui devait débuter le lendemain du concert, c'est-à-dire le 27. Il y a une grande complicité entre Patou et toi, une relation qui a pourtant débuté par de l'animosité. Oui, bien sûr. Tu sais, comme on dit, je t'ai dit encore tout à l'heure que quand tu as affaire à des gens qui sont vrais, on finit toujours par se retrouver, on va dire, au même point de réflexion. Parce que les gens qui sont vrais, de temps en temps, ils prennent du recul. Ils prennent du recul pour se demander, mais attends, quand je fais telle ou telle chose, est-ce que je suis en train de bien orienter ce que je suis en train de faire? Et je crois que c'est ça qui a été le cas avec Patou. À l'époque, quand je commence à sortir mes premières chansons, on commence à briller. Patou, ça fait pas longtemps qu'il est là. Moi, j'entends parler de Patou Ebongue comme une véritable légende dans le management, tout ça. Donc, ça fait pas longtemps qu'il est au Cameroun. Et les personnes qui fréquentent veulent lui faire croire que pour un intérêt personnel ou un intérêt par-ci, par-là, ils décident de lui faire croire que Malox, c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un, par anticipation, hein, c'est quelqu'un qu'il ne faudrait pas approcher, il va être un problème pour nous, machin et tout. Lui qui aime bien constituer les équipes et fonctionner en groupe, il se dit, bon, pour l'intérêt du groupe, peut-être serait mieux de se méfier de lui, tu vois. Mais avec le temps, il se rend compte que non. Le gars, il essaie juste de faire la musique. Dieu merci, il a côtoyé les plus gros artistes de musique urbaine qui aient jamais existé en France. Il les connaît tous. Il a vu leur histoire se construire. Il a participé à la construction de leur histoire. Donc, quand il regarde la mienne, il se dit, mais le gars, moi, au final, moi, j'ai l'impression qu'il ne fait rien de mal. Lui, il est dans sa démarche, il veut faire de la musique, il a une certaine vision, il défend des idées. Je crois que c'est un gars qu'il faut que j'approche. Je discute avec lui et je vois ce qu'il en ressort. Donc, c'est comme ça qu'il prend son téléphone, il m'appelle, il me dit « Ouais, c'est bien ce que tu fais, moi j'ai écouté, je vois la démarche, mais c'est quoi, c'est quoi le but, tu vas où, qu'est-ce que tu veux faire ?» Si tu es à Douala, on se rencontre, on va discuter. Donc, du coup, là, on se rencontre, on discute et
Et on se dit qu'il y a une possibilité de travailler ensemble, mais on ne travaille pas tout de suite ensemble. On se dit qu'il y a une possibilité, qu'on a une observation, on va voir, et puis 1 an plus tard, on commence à bosser ensemble, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est plus une relation de grand frère, petit frère, que une relation de manager-artiste. Il y a un vrai lien qui s'est créé. Oui, parce qu'aujourd'hui, je peux te dire que ça ne se limite plus à manager-artiste, comme je te disais, c'est vraiment grand frère, petit frère, ou s'il y a des trucs même dans ma famille, on va l'appeler, tu vois. Quand il y a un problème dans ma famille, on n'appelle pas tout, tu vois, pour lui dire, gars, voilà, machin et tout. Et quand il y a un truc chez eux, je suis forcément concerné, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est plus dans cette démarche-là qu'on est. Là, tu as sorti cette année, pour fêter les 2 ans du Papouasie, le titre avec Black M. Merci. Merci à qui? Merci à Patou, merci au public, merci. Merci à tout le monde et tout ce qu'il y a eu autour, tu vois. Merci à Dieu parce que l'histoire, moi je crois que mon histoire est belle. J'aime avoir à la raconter. Je prends plaisir à raconter ma vie et mon histoire parce que partir d'où je suis parti pour arriver où je suis aujourd'hui, c'est un miracle. Moi, je dis souvent aux petits qui viennent là, comme ça, ils viennent me voir, me demander conseil. Je leur dis, il ne faut pas perdre espoir. Jamais ne perdre espoir dans la vie. Parce que moi, je leur ai dit qu'il y a quelques années avant la bière, c'est combien ici, tout ça. Moi, je dormais sur un matelas posé à même le sol. J'étais rien du tout, j'avais rien, j'avais pas de compte en banque. À peine si mon téléphone, il fonctionnait. Donc, j'aurais pu me dire que c'est fini. Il y a le dernier iPhone qui est dehors, j'ai pas tout ça. Les endroits qui étaient les endroits à la mode ne sont même plus ouverts aujourd'hui, qui ne sont même plus fonctionnels aujourd'hui. C'était ces endroits-là où les jeunes allaient. Et moi, je ne pouvais pas avoir accès à ces endroits parce que je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas les grosses connexions pour avoir accès à ces choses-là. J'étais dans mon petit ghetto. Je vivais les mêmes choses qu'eux. Et puis, en restant focus, en continuant de croire fort en ce que je faisais, Dieu m'a ouvert les portes. Je suis devenu, en quelques temps, j'ai pu faire le tour du monde. J'ai mis les pieds dans des endroits où même les gens qui ont des milliards ne croient qu'ils ne mettront jamais les pieds parce qu'ils ne pourront pas s'offrir ça, parce qu'il y a des choses qui m'ont été permis d'avoir, parce qu'il y avait du cœur derrière. Donc je me suis dit, il faut que je transmette ça toujours, et que je continue à dire aux gens que c'est possible. Donc le titre Merci, en fait, c'est toujours pour rappeler aux gens que c'est possible. Merci d'être toi. Merci, n'en fais pas plus. C'est ça la recette de ton succès, l'authenticité? Je crois que moi-même, je crois que c'est ça. Je crois que la recette du succès en général, c'est l'authenticité. Il faut rester d'être proche de soi-même le plus possible pour que les gens ne soient pas surpris de nous voir surpris d'être ce qu'on est. Parce qu'en réalité, c'est souvent ça. Les gens sont surpris d'être ce qu'ils sont. Ils sont tellement surpris qu'ils pensent qu'ils peuvent changer leur propre nature. Et quand ça les rattrape, le public n'arrive plus à les suivre. Parce qu'eux-mêmes, ils sont perdus quelque part. Moi, je crois que la recette du succès, c'est l'authenticité. Plus les gens sont vrais, plus ce qu'ils montrent est proche de ce qu'ils sont, plus ils ont des chances d'être acceptés comme ils sont, sans jugement et d'être propulsés. Parce que quand les gens sont vraiment avec toi, avec le cœur, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Pour faire juste une parenthèse, il y a un mec l'autre jour qui est arrivé encore là-bas dans mon Snap. Il s'était tatoué le corps de mes lyrics et notamment sur le torse le logo de mon streetwear. J'avais pas de mots. Quoi, Mouf? Oui, j'avais pas de mots. Je savais pas quoi dire. J'étais pas à la fois surpris, étonné, choqué, scandalisé. Donc c'est là où je me rends compte que de tout l'impact qu'on a et de tous les espoirs que les gens font dans ce qu'on fait. Et si tu n'es pas authentique, si tu n'es pas vrai envers toi-même, tu ne peux pas t'en sortir. La brutalité et la grossièreté de tes textes que certains
te reproches, ton humour, tout ça ne reflète au final que ta réalité, la réalité dans laquelle tu as grandi et dans laquelle tu vis. La réalité où je continue, dans laquelle je vis. Parce que la vérité, c'est que je ne me suis jamais vraiment éloigné de cette réalité-là. C'est la réalité dans laquelle je puise mon inspiration. C'est la réalité dans laquelle je me sens bien. Parce que je crois qu'il y a des gens qui sont... Les gens qui n'ont pas fondé tous leurs espoirs sur le matériel, c'est ces personnes qui peuvent encore être vraies, sans attendre, sans regarder le jugement des autres, le regard des autres. Parce que moi, j'ai le sentiment que plus les gens mettent de l'espoir dans toutes les choses matérielles qu'ils ont, plus ils changent, plus la richesse matérielle les transforme, la peur de perdre ça les amène à devenir quelqu'un d'autre. Et des fois, à plonger dans des extrêmes où tu vas voir quelqu'un qui devient un mythomane, qui devient, tu vois, quelqu'un pourtant qui était très simple, son regard change et son attitude vis-à-vis des gens. Je pense que les gens qui n'ont pas grand-chose, ils n'ont que leur authenticité à donner, à vendre leur humour vrai, leurs espoirs. Ils n'ont que ça à donner, tu vois. Ouais. Et leur colère aussi, parfois. Oui, leur colère aussi, parfois. Et ils l'expriment réellement, tu vois. Parce que quand tu as de l'argent, quand tu es riche, des fois, tu dois te contenir face à des situations où normalement, tu devrais exploser. Tu dois te contenir, tu dois rester courtois, tu dois trouver des figures de style pour pouvoir exprimer ce que tu dis, alors que ces gens qui n'ont pas grand-chose, ils n'ont pas besoin de toutes ces figures de style et pour exister, tu vois. Donc, j'ai toujours essayé de rester proche de cette réalité-là, malgré le succès et tout ce que ça m'a apporté. C'est pour ça que tu as ouvert le boivement à Obili, dans mon quartier d'enfance. Donc, j'ai employé les jeunes du quartier aussi pour rester dans cet univers-là, en fait. Le but, c'est de rester dans cet univers-là. Et je peux te dire que tous les jours, j'envoie des vertes et des pas mûres là-bas. Mais ça me motive davantage parce que je touche réellement à la nature humaine. Parce que de par ma personnalité, il y a tout type de personnes qui fréquentent cet endroit. Et je peux toucher, vraiment explorer la nature humaine de manière différente. Et ça m'inspire forcément dans ma musique. Comme je disais, rester authentique. Et c'est ça la recette. Il y a peut-être un regret, un seul, c'est que ta mère n'a pas pu être là pour assister à tes plus grands succès et voir ton palais d'espoir. C'est l'un de mes plus grands regrets. Je crois que c'est l'un de mes plus grands regrets. Que ma mère ne soit pas là pour manger mon argent, comme on dit souvent. Comme on dit au quartier, oui. Parce qu'aujourd'hui, je peux te dire que j'ai dépensé de l'argent pour rendre les gens heureux, tu vois. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour les rendre les gens heureux. Des fois, au détriment de moi-même, j'ai fait voyager des gens, je leur ai fait visiter le monde, j'ai permis à des gens de mettre des vêtements dont ils ne pouvaient même pas imaginer l'existence. Tu te rends compte que je marchais avec des gens, ils mettaient des blousons à 500 000 balles. À 500 000 francs CFA. 500 000 francs, ils marchaient avec des blousons à 500 000. Des Zara à 500 000 sur le corps, mon frère. C'était mon argent, tu vois. Donc, j'ai dépensé beaucoup pour faire plaisir aux gens. Et je crois que l'un de mes seuls regrets, c'est ça, que ma mère ne soit pas peut-être là pour manger mon argent. Et voilà, c'est dommage. Merci, Malox. Merci à toi, Brice Albin. Tiens. Tiens. Ils ont pris mon nom, ils ont mis dans le mortier, ils ont pilé, ils ont pris mon nom, ils ont donné au boucher, il a coupé, découpé, ils ont pris mon